Je vais accompagner des entrepreneurs pour les aider à monter des produits dans cet environnement que je connais super bien. Je suis passée de toute seule dans la boîte, parce que j'étais toute seule au départ, à une centaine d'employés en Europe, puisqu'on avait consolidé le groupe en Europe. Enfin, c'est hyper compliqué la marketplace, le principe de la marketplace, pour faire venir des gens sur ta marketplace, pour mettre des annonces. Quand j'ai quitté le monde corporate Normal. et que je suis arrivée dans le monde entrepreneurial, ça m'a pris énormément de temps pour comprendre. Il a fallu que j'aille en fait chez Finology pour comprendre comment ça fonctionnait vraiment, comment tu développais un produit tech de l'intérieur. Ouais. Toi qui viens justement du monde de la banque privée, t'es passé notamment UBS, qu'est-ce que tu penses de l'innovation dans ces groupes-là? Comme tu jongles avec plein d'activités, comment tu t'organises en fait la gestion de ton temps simplement? En fait, chaque action que je pose au quotidien, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire ? Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Solène et même ton petit chiot aussi. On risque de le voir dans l'épisode. Comment tu vas ? Merci, ça va super bien. Voilà, notre petit chien, Vercors, qui va se balader avec nous. On va faire le premier épisode à 4. Voilà, merci beaucoup de m'inviter sur votre podcast. Super. Hyper heureuse d'être là. Avant de commencer, on va peut-être rappeler les quelques règles du podcast. Yes, en fait, il y a 3 règles, c'est assez simple. Le podcast, il va durer 1 heure. Tu vas voir le temps s'écouler là-bas sur le time timer. Ouais. T'as un buzzer, donc s'il y a une question que tu prends pas en live, tu peux buzzer. D'accord. On te coupera, en tout cas, tu répondras pas à la question, puis si c'est après, les gens sauront que tu as buzzé. Et puis, la dernière règle, c'est que tu parles en ton nom propre, parce que nous, sur le podcast, on parle au nom des personnes qu'on reçoit plus qu'au nom des business. Bien même sûr. si on peut parler de tous les business. Mais c'est ça les règles du podcast. Ça te va ? Ça tombe bien, je suis toute seule. Donc... Ouais, encore plus facile. C'est OK pour toi ? Parfait. Allez, on démarre. T'es quand même hyper rompu à l'exercice du podcast. Nous, ça nous intéressait. Enfin, on s'est posé la question au début. Comment toi, tu te présentes, on va dire, aux gens que tu connais pas, soit tes amis, soit des clients. Enfin, un peu, voilà, comment toi, tu te présentes professionnellement ? Un solopreneur créatif. Non, écoute, j'ai différentes activités que je fais depuis que je me suis lancée comme indépendante. J'ai une première activité plus de conseil et d'accompagnement d'entrepreneurs ou d'investisseurs qui montent des sociétés ou des véhicules d'investissement. Une deuxième activité d'administratrice indépendante. Une troisième activité de podcasteur et un quatrième point d'activité qui est passionnant et que j'adore aussi, c'est l'enseignement et le transfert de connaissances. Voilà. Super, parce qu'en fait, finalement, c'est assez structuré, même si tu te présentes sur un truc un peu large. Toi, tu as bien mis ça dans des différentes cases pour bien faire la différence entre les activités. Pourquoi tu l'as structuré comme ça ? C'est pour l'expliquer ou pour t'organiser ? Oui, alors je pense les deux. Après, tout se nourrit. C'est un cercle vertueux. Les activités se nourrissent les unes les autres. Mais les gens aiment bien te mettre dans des cases. Ouais. Ça les rassure. Donc c'est plus simple pour eux de leur présenter des activités qu'ils connaissent et auxquelles ils peuvent se référer. Voilà, parce qu'ils en ont entendu parler. Si tu dis solopreneur créatif, c'est pas très en tout cas, à Luxembourg, c'est pas un truc qui parle plein trop. de monde. Ouais, je pense qu'on va vraiment creuser ce point sur le solopreneur. J'ai vu aussi récemment que les gens ils te voyaient souvent comme une journaliste. Est-ce que t'es à l'aise avec ça ? Est-ce que finalement tu dis non, mais attendez, en fait, le podcast c'est une chose, c'est une partie de mon business, entre guillemets. Je sais même pas si tu le considères comme une partie de ton business à part entière. Comment tu Je dis toujours que c'est ma danseuse, mon podcast. C'est vraiment une activité passion que j'ai lancée il y a 4 ans parce que j'adore le podcast, j'en consomme beaucoup et c'est un super moyen pour apprendre, découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles choses. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, parce que c'est l'activité sur laquelle je communique forcément le plus, parce qu'il faut faire connaître ce média et mettre en valeur les invités que j'invite. Et c'est vrai que les gens, du coup, à partir du moment où tu as une discussion enregistrée avec quelqu'un, c'est forcément que tu es journaliste. Alors que pour moi, c'est un métier vraiment à part entière et tu fais des études pour ça, tu vas travailler dans des journaux, des chaînes de télé, etc. Donc, en fait,
ça m'agace un peu parce que c'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout le même travail. En fait. C'est pas la même intention de départ, en fait. Non, exact. Voilà. Ok. Ouais. Et donc, du coup, bon, tu as choisi ce mode solopreneur qui est hyper intéressant. Est-ce que c'est un truc que tu as construit au fur et à mesure, en fait, parce que tu avais une carrière, un parcours corporate aussi avant, sur startup et tout? Comment ce truc-là, tu l'as fabriqué? Peut-être tu peux nous parler de ton parcours pour nous expliquer la suite logique qui fait que tu arrives jusqu'à ce modèle-là? Alors, je pense j'ai commencé à bosser dans le milieu corporate parce que j'étais un peu moutonnière, je pense. J'ai fait des études en finance à Paris, à Dauphine et à la Sorbonne. Et je pense à cette époque-là, il n'y avait pas tout ce qu'on raconte sur les entrepreneurs aujourd'hui. C'était pas du tout une carrière que j'avais en tête, du tout. Et donc, je me suis lancée, je suis rentrée chez UBS parce que c'était un beau nom sur le CV et que j'allais apprendre plein de choses. Ça allait être un super job, une super boîte. Voilà. C'est vraiment comme ça que je me suis lancée. Pourquoi tu choisis la finance d'ailleurs à l'époque? Parce que je savais pas quoi faire du tout et que mon frère était en fusion-acquisition chez Deutsche Bank. Okay. Et puis voilà, il me parlait de ces cool. deals. Je trouvais intellectuellement, ça avait l'air intéressant. Alors, pas forcément le métier d'analyste que lui faisait, mais le métier en lui-même de la finance. J'aimais bien les chiffres, j'aimais quand même bien mes études, mais ça s'est vraiment pas fait par un choix. Voilà. Et puis je trouvais que c'était un peu la voie royale. C'était un petit peu. Moi, j'ai passé mon bac l'année de mes 17 ans, donc je pense qu'à 17 ans, t'as encore du lait quand on te pince le. Ouais. Donc, j'aime l'image. Qui sort, voilà. Donc, bon, j'ai fait ça parce que je faisais un petit peu, je pense, comme tout le monde de ma génération, là où j'étais. Et donc, j'ai commencé à bosser chez UBS. Et en fait, ma chance, c'est que dans toutes les boîtes, j'ai travaillé dans quelques boîtes. Et à chaque fois, je me suis quand même retrouvée dans des projets assez entrepreneuriaux dans la société, soit lancement d'une nouvelle activité, d'une nouvelle succursale et autres. Et je trouvais que c'était sympa. J'aimais bien l'énergie que je pouvais amener à ces projets-là. Et puis voir le projet aboutir, t'arrives, il n'y a rien, il n'y a pas de bureau, il n'y a aucune existence d'une succursale. Et puis un an après... T'as une succursale qui existe, t'as des gens qui ont été recrutés, tu crées une équipe, c'était vraiment chouette. C'est quoi toi ton rôle? T'étais dans tes sales, moi, j'étais un peu... project manager? J'étais au départ, quand j'ai commencé chez UBS, j'étais en gestion j'étais en gestion d'actifs, donc je gérais des portefeuilles pour des clients. Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que j'aimais bien toucher à tout, donc je faisais tous les projets c'est moi qui mettais en place tous les nouveaux projets de lancement, de nouvelles classes d'actifs, bien sûr en coordination avec le siège. Et puis chez Lombard Odier, j'étais vraiment dans un rôle de project manager au départ. Mais j'ai aussi fait du business développement. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et ce qui est chouette, c'est que je suis passée de toute seule dans la boîte, parce que j'étais toute seule au départ, à une centaine d'employés en Europe, puisqu'on avait consolidé le groupe en Europe. Et ça, c'était super intéressant de pouvoir toucher à tous ces métiers de la finance. Et en fait, j'ai été un peu piquée par l'envie d'entreprendre quand j'ai eu ma petite fille. J'avais vraiment envie d'entreprendre et de créer une boîte dans la tech. Sauf que, en tant qu'ancien banquier, c'est compliqué, voilà, t'as pas tous les codes, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Et donc, voilà, coucou Vercors. C'est à quelle époque que tu commences à te renseigner là justement sur devenir entrepreneur? Eh ben, voilà, il y a à peu près 8 ans. Donc, j'étais encore salariée dans une banque. Et en fait, c'est mon mari qui m'a amenée à faire ça avec lui, en fait. T'es entrepreneur lui aussi, du coup? Pas du tout. Non, mais qui est assez créatif comme moi. Et donc, on s'est dit, on va lancer un business. Lui, il bossait full-time, mais il aime bien développer. Il est tech savvy. C'est le tech, C'est le tech dans la famille. Et donc, on a commencé avec un projet vraiment en parallèle des activités. Ça s'appelait EasyRDV et c'était pour faire de la prise de rendez-vous en ligne pour les médecins. Ouais, c'est par moi, j'ai vu cette histoire. Ouais. C'est un peu sur le documentaire. Le business model, il a explosé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi, justement, toi, ton retour sur cette expérience-là, à cette époque? Alors, en fait,
j'ai vraiment été testée dans le dur. J'ai été voir plein de médecins. J'étais toute seule en fait. J'avais mon développeur à la maison, mais Ouais. j'étais vraiment dans la phase d'exploration où tu testes avec un POC. Et puis assez vite, en fait, il y avait Doctena qui s'était établi au Luxembourg. Ouais, c'est ça. Et donc j'étais beaucoup trop petite et j'étais surtout complètement ignare sur un nombre incroyable de sujets. Donc je me suis dit, oulala, il va falloir que je me fasse accompagner. Et c'est là que, à l'époque, Nicolas Buc avait créé Newco. Je ne sais pas si vous Ouais, étiez là à l'incubateur. l'époque. Comment? L'incubateur, du coup. Ouais, c'est ça. Donc j'ai rejoint le premier batch des start-upers de Ok. Newco. Et là, il y avait une super team. Il y avait Nicolas Vallès qui était encore à cette époque chez Newco. Il y avait, vraiment une équipe formidable pour nous accompagner. Et on a eu vraiment des cours sur l'inbound marketing. Ouais, tu growth pars de hacking. zéro, là, entre Ah oui, oui, guillemets. oui. Ouais. Alors, j'avais quand même des personnes quand même un peu plus knowledgeable que moi sur le sujet. Mais bon, voilà, ça a été Ouais, t'es obligé hyper de tout apprendre. hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. J'ai regardé un nombre incroyable de vidéos The Family. J'ai écouté plein de podcasts. Et puis, j'ai lancé finalement, à l'issue de ces 3 mois de formation, une marketplace pour acheter et vendre des objets de seconde main. Ok. Donc, qui était vraiment... qui fonctionnait, mais il fallait aller chercher les annonceurs. Donc, t'avais beau faire des hacks, c'est hyper compliqué en fait quand t'as pas de moyens, c'est hyper compliqué la marketplace, le principe de la marketplace pour faire venir des gens sur ta marketplace, pour mettre des annonces. Donc voilà, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai fait plein de tests. On a fait des hacks assez marrants pour avoir plein d'annonces sur le site, mais c'était n'importe quoi. Enfin, quand j'y pense, c'est de la folie. Ça ne pouvait pas fonctionner. Ouais, mais à ce moment-là, on le savait pas, donc c'est ce qui rendait l'histoire belle. Ouais. Non, là, je travaillais à fond dedans, quoi. Salut, on vient de couper la vidéo. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Et en fait, on se rend compte qu'on ne s'est pas présenté. Donc, on va prendre 30 secondes, une minute de ton temps pour t'expliquer un peu ce qu'on fait dans la vie. Salut, donc moi je suis l'associé de Talentlers à Luxembourg et on accompagne des organisations, des RH et des leaders sur toutes leurs problématiques de talent attraction, talent retention. Et moi, c'est Clément, cofondateur de Club Trust. Club Trust, c'est un réseau de talents à Luxembourg qui fonctionne sur la confiance. Il propose 3 choses aux membres du club. La première, c'est des mises en relation dans le cadre de recrutement. La deuxième, c'est des événements. Et la troisième, c'est du coaching, notamment sur la carrière et l'employabilité. Si t'aimes ce que t'es en train de voir, partage, like ou abonne-toi. Nous, ça nous donnera du courage et de la force pour continuer. Surtout que c'est une initiative qui nous prend un petit peu de temps et qui nous coûte un peu d'argent. Donc on sera ravis d'avoir ton soutien. On te souhaite un bon épisode et puis à la prochaine. Salut. Ciao. Ok. Ouais. Donc, Donc j'ai vendu j'ai mis en vente toute ma maison, tu vois, j'ai pris en photo ce que je pouvais prendre en photo, j'ai créé des centaines d'annonces et mon mari me disait mais pas possible, tu vas pas vendre ce truc. Je dis mais de toute façon personne n'est sur le site en ce moment. Il n'y a pas de trafic, donc aucun risque. Donc voilà, j'ai été photographier des caves chez des copains, je prenais tout en photo, je créais. C'était un peu de la folie et je me suis quand même rendu compte que c'était vraiment hyper compliqué. Et c'est là que j'ai rencontré Raoul Mullines qui allait lancer Phinologie. Et Raoul m'a dit, on a déjeuné ensemble, je lui avais demandé conseil et Raoul m'a dit, tiens, on est en train de... Il avait créé DigiCash, ils étaient dans la phase de session à Péconic. Ouais, c'est ça. Ils voulaient se relancer dans une aventure en surfant sur PZ2. Et donc, Raoul m'a dit, bah, tiens, écoute, ça pourrait être intéressant que tu viennes bosser un petit peu chez nous pour voir comment ça fonctionne. Et je me suis dit, c'est idéal pour moi de savoir en fait comment ça fonctionne vraiment. De l'intérieur. Une start-up de l'intérieur. Donc, j'ai accepté. En définitive, je suis restée 2 ans. Ok. Ça a été une super aventure. C'est vraiment une équipe top. Et puis, ce qui est chouette, c'est c'est des repeat founders. Donc, ils ont déjà pas mal de bouteilles. Et au niveau tech, ils sont très forts. Et donc, j'ai vraiment appris vachement de choses. J'ai recommencé un peu à la base. J'allais souvent m'asseoir avec les développeurs, je déjeunais avec eux pour comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient. Mais j'ai découvert
finalement la tech, quoi. Et donc, tu t'es rendu compte en live de tout ce que tu avais mal fait avant. Oh là là. Non, T'as mais... dit, ah, c'est ça en fait. Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Moi, c'était un peu une leçon d'humilité pour moi. Ouais. Mais en fait, c'était intéressant parce que, en même temps, ce que j'apportais à Finologie, c'était aussi toute la connaissance réglementaire que j'avais acquise au cours de 15 ans de banque. Et ce qui m'a permis, en fait, de les accompagner sur le lancement du produit et de la demande d'agrément, puisqu'ils sont régulés comme PSF. Donc, ça m'a permis de comprendre ce que c'était que de lancer non seulement un produit tech, mais dans un environnement régulé. Et puis, donc, on a fait 2 ans ensemble. Ça s'est super bien passé. Et puis, je suis partie après les 2 ans parce que j'avais envie de voler de mes propres ailes. En me disant, bah voilà, fort de cette expérience et en corporate dans les grands groupes et avec mon foirage de start-up, mais l'expérience chez Fino, à ce moment-là, moi, je vais accompagner des entrepreneurs pour... c'est bon, il peut garder ma veste. Je vais accompagner des entrepreneurs pour les aider à monter des produits dans cet environnement que je connais super bien. Là, tu repars balle neuve sur un nouveau projet, en fait, parce que... Ouais. Non, mais j'aime bien être maître de mon destin, tu vois. Et je me suis dit, de toute façon, je suis assez débrouillarde, je vais toujours trouver des clients. Et j'ai toujours trouvé des clients, tu vois, il y a jamais eu de... Et c'est quoi tes sources d'inspiration quand tu, justement, choisis ce modèle-là? Enfin, tu sais qu'il existe, enfin, c'est quoi que tu as en tête? Ah non, je suis partie un petit peu à la one again. Honnêtement, j'avais pas trop... Tu le rationalises a posteriori, quoi. Ouais, tout à fait. Non, écoute, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. En fait, juste l'été après, j'ai pris quand même 2 mois de pause. Et l'été qui a suivi, je suis rentrée et là, j'ai rencontré un entrepreneur qui voulait monter un établissement de monnaie électronique. Et pareil, il savait pas par quel bout commencer. Il avait mandaté un Big Four, mais en gros, ce que le Big Four lui racontait, c'était pas concret. Et donc, moi, je l'ai vraiment amené à, subskill sur tous ces sujets réglementaires, mais en ayant en tête toute l'expérience que j'avais eue chez Finologie, où, c'est quoi monter un produit tech dans cet environnement-là. Et puis, donc, j'ai fait comme ça plusieurs missions. Et puis, il y a eu le Covid. Ah ouais. À ce moment-là. Et il s'est passé quoi dans ton business pour le Covid, du coup? Alors, j'étais déjà, à cette époque-là, j'étais avec une cliente, j'avais été aussi contactée pour rejoindre le board d'une InsurTech. Donc, c'était pas évident parce que j'avais mes 4 enfants à la maison, mon mari qui est médecin, qui bossait tout le temps à l'hôpital, il était jamais là. Donc, pour démarrer vraiment ton business, c'est compliqué. Et j'avais quand même cette idée de créer ce podcast depuis quelques mois qui me trottait dans la tête. Et j'avais rencontré un podcasteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mathieu Stéphanie. Ouais, tout bien. Mathieu, bien, et Mathieu m'avait dit quand on s'était vu, donc c'était juste avant le Covid, il m'avait vraiment expliqué comment il organisait son podcast, etc. Mais lui, à l'époque, il devait être à ses débuts. Hein. Enfin, il en était quand même, je pense, à son 75e, 80e. Bah, moi, j'avais commencé à l'écouter au 50e épisode. Je pense. Il a 400 ou 300. Ouais, 400 épisodes, ouais. Et donc, je m'étais dit à l'issue de cette discussion que j'allais peut-être monter un podcast. Et puis, ça se faisait pas. Et en définitive, j'en parlais avec ma cliente qui me dit, mais écoute, Solène, vas-y, lance-toi, c'est le moment ou jamais. Tout le monde est chez soi, ce sera plus facile, etc. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et quand je me mets un objectif en tête, en général, je m'y tiens. Et donc, vas-y. C'est quoi ton objectif, justement, quand tu lances ce podcast? T'as une vision, en fait, c'est toujours le même, c'est-à-dire de partager avec une audience de gens qui travaillent dans le secteur financier ou qui s'intéressent au secteur financier des use cases qui fonctionnent, des boîtes, des startups dans la fintech, comprendre comment ça marche de l'intérieur avec un regard de professionnel, en fait. En fait, c'est donner de la connaissance, hein. Transmettre de la connaissance. Exactement. En fait, c'est pas tellement du marketing ou de la mise en lumière. C'est plutôt de transmettre en mode éducation. Pourquoi j'avais envie de partir sur ça, c'est que moi, ça m'a pris beaucoup de temps quand j'ai quitté le monde corporate. Normal. Et que je suis arrivée dans le monde entrepreneurial. Ça m'a pris énormément de temps pour comprendre. Il a fallu que j'aille, en fait, chez Finologie pour comprendre comment ça fonctionnait vraiment. Comment tu développais un produit tech de l'intérieur. Il est bon, le chien, non? Tout va bien, je pense. Il t'amuse avec ta veste, je crois. Ouais, bah tant pis. Un sacrifice, c'est une veste H&M, c'est pas très... Ça va, l'effet. Et donc, je me suis dit, moi, ça m'a pris des mois, des années. Faudrait quand même que ce soit plus accessible. Et comme j'avais fait ce travail-là de rendre les choses plus simples dans mon esprit, c'était beaucoup plus facile d'appréhender ces sujets-là en ayant fait ce chemin de mon côté. Et donc, je me suis lancée en ayant ça en tête.
et en me disant, je vais interviewer des gens. En fait, c'est même pas je vais interviewer, je vais discuter avec des gens qui travaillent dans le secteur financier, dans des boîtes que je trouve passionnantes et top, ou sur des projets canons. Ouais. Et on va discuter, voilà, comment ça se passe en vrai, voilà. Raconte-nous comment ça se passe à l'intérieur. Exactement. Et le modèle, il y a aussi des solo podcasts en ce moment. Le modèle où toi, tu transmettrais en solo ce que tu as appris, c'était pas un truc qui t'intéressait ou c'est un truc que tu te dis peut-être plus tard Alors, à ce moment-là, non, pas du tout. Et j'étais pas du tout dans une logique de rentabiliser, comment rentabiliser mon podcast, comment faire de l'argent avec mon podcast, etc. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit parce que pour moi, cet objectif-là, c'était d'apprendre et de transmettre. Ok. Donc voilà. Donc je suis partie comme ça et depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté de produire. Ça fait 4 ans et j'ai calculé 300 invités. C'est énorme. Ouais, justement, est-ce que tu peux partager les métriques que toi du ton podcast, c'est quelque chose que tu suis déjà ou pas, ou finalement tu dis c'est intéressant mais c'est pas la priorité? Alors, tu es toujours intéressé quand même par les métriques du podcast. Moi, j'ai des milliers d'écoutes par mois. Alors, c'est fluctuant parce que tu as des gens qui vont pas... Ça dépend de tes guests, ça dépend des sujets. Exactement. Et puis, c'est un sujet quand même très niche. Donc, voilà, certains épisodes vont intéresser plus les gens qui bossent dans les paiements, d'autres plus des gens qui vont travailler dans l'investissement, etc. Donc, voilà, moi, tout m'intéresse, mais je comprends tout à fait. Donc, j'ai quand même des personnes qui me suivent très régulièrement depuis le départ. Et quand je vois la masse de connaissances que ça m'a donné, c'est juste hallucinant parce que j'ai couvert vraiment tout ce que tu peux couvrir en finance au niveau 300 Europe. épisodes. Alors, c'est pas épisode, c'est invité. J'ai fait peut-être 270 épisodes, quelque chose comme ça. Parce que j'ai fait 270 épisodes, etc. T'as le temps de découvrir et de vraiment rentrer en profondeur sur tous les sujets, quoi. Ouais. Super. Non, c'était lancé comme ça depuis le départ. Et très rapidement, je me suis entourée. J'ai une équipe qui me fait tous mes montages. T'es rattaché à Orso Media ou c'est ça, où il est distribué ou ça n'a rien à voir? Oui, alors je quitte Orso Media. Donc, je sais pas quand ce sera publié cet épisode, mais... En septembre, octobre. Voilà, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, donc je quitte Orso Media parce que, en fait, j'adore ce qu'ils font, mais ils ont vraiment une typologie de podcast hyper B2C. Ouais. Moi, je suis sur le B2B et j'étais intéressée de rentrer dans l'écurie, on va dire, d'Orso Media parce que j'envisageais qu'ils puissent m'apporter du sponsoring et c'est très compliqué pour eux d'aller faire sponsoriser mon podcast parce que l'idée c'est quand même de faire sponsoriser plusieurs podcasts. Bien sûr. Et si tu veux, quelqu'un qui va aller sponsoriser mon podcast ne sera pas forcément intéressé d'aller sponsoriser d'autres podcasts du groupe Orso. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. donc du coup, ça a du sens finalement d'aller chercher une trajectoire plus B2B de ton côté. Okay. Non, et puis j'ai plein de projets autour du podcast. Donc, Ok, super. Alors du coup, le podcast, c'est la première brique. Donc il y en avait 4. Hein. Ouais. Donc c'est la première brique. Est-ce que c'est une brique que tu vis comme un truc un peu transversal, passion, presque annexe, ou est-ce que ça sert une espèce de flywheel sur le reste de ce que tu fais? Enfin, est-ce que c'est les deux, en fait. Ça sert de l'acquisition? Enfin, qu'est-ce que t'en fais? Ouais, c'est les deux. Alors, donc, comme je disais, quand je l'ai lancé, j'avais pas vraiment du tout pensé à la monétisation. C'était vraiment plus passion et rencontre. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les gens. Je suis hyper humaine, donc je pouvais nourrir ce côté-là parce que quand t'es solopreneur, t'es tout seul. Chouette. Donc, ça me permet de partager aussi avec des gens, d'avoir des échanges. Et puis, c'est venu en fait petit à petit. Et c'est notamment la rencontre avec Orso Media qui m'a fait me réaliser qu'en fait, il y avait des boîtes qui étaient OK à sponsoriser le podcast. Et au contraire, enfin, carrément intéressées de sponsoriser le podcast. Et donc, mon premier sponsor, je crois que ça a été October, qui est une boîte de crowdlending en France, qui est top, qui a été fondée par Olivier Goua. Et je m'entendais très bien avec l'équipe. Je sais que certains m'écoutaient, donc c'était le premier sponsor. Puis depuis, j'en ai eu d'autres. J'ai eu aussi EY, Samsung, des super sponsors. Mais le podcast, la raison qui fait que j'arrive à produire autant, c'est que c'est vraiment pour moi une nécessité de rester à la page sur beaucoup de sujets que je couvre. Et donc, si tu veux, les angles et les sujets que je vais choisir, c'est pas tant les invités, la personne, mais c'est plutôt la boîte et là où elle va aller pénétrer un marché qui est encore pour le moment un grand désert. Justement, c'est quoi toi qui t'intéresse
tu as à la fois des corporates et des fintech. Quel type de sujet va t'intéresser? Alors, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment une initiative dans le secteur financier s'est mise en musique. Pour une corporate, ça va être de comprendre, par exemple, j'ai fait un épisode avec Crédit Agricole CIB, c'est CACIB, et une boîte dans le quantique qui s'appelle Pascal. Et je voulais comprendre, en fait, comment CACIB, comment le sponsor chez CACIB était parvenu, en quelques mois, à faire valider ça par son COMEX. Comment est-ce qu'ils avaient déroulé en interne les tests, comment tout s'était mis en musique, quels étaient les outputs de ces tests et quelle initiative ça allait engendrer au sein du groupe. Et côté Pascal, comment tu navigues avec ces grands groupes, parce que Pascal reste une petite boîte, bien sûr. même s'ils ont levé 300 millions d'euros, ils n'ont pas alloué... Par rapport à CACIB, le rapport Et donc savoir comment le VP Sales interagissait avec ses clients, comment il mettait en place les POC. Parce que c'est compliqué, en fait, dans le quantique, il n'y a pas vraiment de cas d'usage connu. Et donc, de la même manière qu'NVIDIA, il y a quelques années, c'était pas évident pour tout le monde. Donc, Pascal se retrouve un petit peu dans cette configuration. Et donc, c'est un épisode qui est passionnant. Côté startup, typiquement, j'ai eu un entrepreneur qui s'appelle Paul-Adrien Hippolyte, et qui rentre dans le business du transfer agent, l'agent de transfert, mais en utilisant la blockchain. C'est bon, il détruit pas un truc là? Non, a priori, il ne le laisserait pas faire. D'accord, ok. Ça sera coupé. Je sais pas. On pourra mettre un petit joker. On peut mettre un joker, mais même pas sûr. On avait annoncé qu'on serait 4. Voilà. Et donc Spyco, super boîte. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment l'entrepreneur a eu cette idée-là, quel pain point il va résoudre et comment, de manière technologique, il parvient à déployer son activité, connaissant l'environnement réglementaire fixé, le cadre réglementaire en France, comment ils ont négocié avec l'AMF, avec quels partenaires ils sont, côté dépositaire, côté Manco, enfin c'est passionnant. Mais bon voilà, tu vois, typiquement quand je te le décris, ça te parle peut-être pas parce que t'es pas dans le secteur financier. En fait, la question, alors nous on en vient, donc on comprend bien les enjeux. En fait, la question c'est, la tagline c'est comment ça marche, quoi. Hein, c'est vraiment comment ça marche, explique-moi, quand t'es sponsor et que tu veux faire décoller une fusée sur un truc quantique alors qu'il n'y a pas de use case, bah c'est quoi les étapes que t'as suivies, quels obstacles t'as rencontrés, et donc quelque part que tu puisses servir de guide à celui qui voudrait refaire ça à son échelle. Ouais, c'est vraiment ça. Ça doit être, pour moi, ça doit rester une source d'inspiration. Ouais. Et parfois, tu vois, je vais aller faire des épisodes beaucoup plus transversaux avec des gens. Par exemple, j'ai eu un type qui est top, un entrepreneur, investisseur. En fait, c'est lui qui a... comment est-ce qu'il s'appelle? Thibaut Serron? Non. Mince, son nom, c'est Thibaut, mais je sais pas si... À 300 invités, t'as peut-être pas tous les... Non, mais donc Thibaut, c'est lui qui a développé Snowflake en Europe. Et ce qui m'intéressait, c'est comment tu parviens tout seul à mettre en place ton équipe sales, à ouvrir en fait toute l'Europe en l'espace de quelques années pour jusqu'à amener Snowflake et à son IPO et faire que ce soit la boîte qu'on connaît maintenant. T'as des projets justement, toi, enfin là dans les 200 et quelques épisodes qui t'ont inspiré, enfin vraiment des marquants où tu t'es dit waouh, c'est dingue. Et la question que j'ai après, c'est est-ce que maintenant que t'es passé solopreneur, parfois tu identifies des projets où tu te dirais en fait j'aimerais bien y retourner dans ce monde-là qu'on appelle un peu skin in the game. Ouais, tout à fait. Écoute, alors il y en a quelques-uns et ils le savent. Pour moi, je trouve ça passionnant quand t'as un entrepreneur qui veut vraiment changer complètement la façon dont un client va être adressé sur un marché donné. Donc un marché où il y a de la complexité, un marché où il y a beaucoup de pain points, un marché où c'est compliqué de rentrer. Typiquement la banque. J'ai reçu à 2 reprises un entrepreneur formidable qui s'appelle Jean-Daniel Guyot. Et voilà, tu décides un jour de créer une banque pour adresser le pain point du service au corporate, le corporate banking, et ils ont tout créé. Donc moi, ce que j'adore, c'est la façon dont cette boîte a réussi à adresser ce problème qui était de bien servir les corporates
d'une certaine taille, parce que c'est des PME qui ont déjà une belle, des beaux revenus. Ouais. Parce que c'est une clientèle qui était mal adressée par les banques. Des banques Plus adressée traditionnelles. correctement. Ouais. Ouais. Toi qui viens justement du monde de la banque privée, Ouais. t'es passé notamment UBS, qu'est-ce que tu penses de l'innovation dans ces groupes-là? Tu vois, Alors en moi, comparaison. c'est l'autre que j'allais citer dans les autres boîtes que je trouve passionnantes. Il y a Roundtable. Et l'entrepreneur, ils sont 3 cofondateurs avec le startup studio Exa. C'est Evan Tessa, que je connais bien. Et en fait, ils ont développé avec Roundtable du SPV et du Fund as a Service. Donc, ça veut dire que toi, si tu veux créer un fonds demain, t'as plus besoin d'aller voir tel service provider, d'aller chercher ton auditeur, etc. Toute la machinerie, quoi. Et en termes d'UX, c'est extraordinaire ce qu'ils sont parvenus à faire. Mais derrière, en termes réglementaires, ce qu'ils ont monté avec leurs avocats, c'est une Rolls. Non, mais c'est ça. Ouais. Et ça, je trouve ça passionnant parce que ils ont vraiment réussi à faire un produit qui est beau d'un point de vue technologique, mais également state of the art d'un point de vue réglementaire. Ok. Et ça, moi, je trouve que c'est admirable parce que c'est très compliqué d'innover. Déjà, d'être entrepreneur, c'est très compliqué, mais être entrepreneur dans la fintech et faire tout de A à Z, hein, que ce soit la stack technique, mais également tout le volet réglementaire, donc sans se reposer sur une licence autre, c'est extrêmement compliqué. Souvent, quand on voit des solopreneurs, pour revenir sur la deuxième question, on voit des solopreneurs, ils chérissent leur liberté. Ouais. Toi, tu penses qu'un jour, tu pourrais retourner dans ce genre de boîte ou t'aimes bien cette espèce de position un petit peu satellite que t'as la chance d'avoir aujourd'hui avec cette posture d'un des... Alors, j'ai été sollicitée à quelques reprises, bien sûr. Il y a des choses que je couperai pas parce que ça me nourrit et c'est un terreau de créativité et typiquement, alors bien sûr réduire la cadence du podcast, mais je me vois pas arrêter parce que c'est nécessaire pour moi d'entretenir cette créativité. Et moi, je l'entretiens au travers de mon podcast. Donc la brique podcast, tu dis, même si un jour je venais à faire des choix différents en tant que professionnel, ce truc-là, je le garde. Ça n'a jamais été un souci, si tu veux. Ouais, bien sûr. C'est plutôt trouver ma place dans une entreprise. Parce que voilà, moi j'ai un tempérament hyper énergique, hyper passionné, etc. Et donc il faut que ça matche avec la team et il faut pas qu'il y ait de friction. Faut qu'il y ait une bonne entente. Espace, voilà. Mais c'est un truc que t'envisages, ça pourrait tout à fait se passer en fait. Non, bien sûr. Après, voilà, et puis il faut que ce soit, je sois la brique utile à la brique qui manque, si tu veux. Et c'est difficile, hein. Tu trouves pas toujours chaussures à ton pied. Non, clairement. Et c'est quoi, toi, la vision que t'as pour ton business, ton entreprise, entre guillemets? T'as quand même une entreprise, finalement. Ouais. T'as un personal branding qui est fort. C'est quoi la vision pour ton business? La vision pour mon business? Est-ce qu'il y en a une ou c'est... En fait, tu construis un marchand, mais est-ce que... Je construis un marchand, mais écoute, voilà, moi, je pense d'avoir de parvenir à toujours avoir un conseil de qualité pour les clients que j'accompagne. C'est de vraiment cette vision d'être une personne que tu vas utiliser, entre guillemets, pendant un temps donné pour t'aider à booster ton business au départ, pour t'aider à bien t'organiser au départ. Un peu, moi, je vois ça un petit peu comme un job de chief of staff. C'est un peu un chief of staff, mais des débuts, tu vois. Mais pas le chief of staff assistant plus, mais plutôt le bras droit du CEO. Et à chaque fois, ça a été un petit peu ça, c'est-à-dire, j'arrive dans l'aventure, je me plug pendant quelques mois, on avance sur une problématique donnée, et je fais... L'avantage, c'est comme j'ai cette liberté, je peux adresser au CEO des points qu'on n'ose pas lui dire ou qu'il a pas envie de voir, voilà. Et parce que j'ai cette marge de manœuvre comme indépendante, mais j'aime bien le fait de construire, tu vois. Je trouve ça toujours intéressant j'ai accompagné un client qui montait un fonds. C'est une équipe qui était jamais rentrée dans l'industrie des fonds et qui savait pas de l'intérieur comment ça se gérait, mais ça m'a fait plaisir de les amener du point A au point B. Tu vois, on a fait un bout du trajet ensemble. Et moi, j'aime bien avoir... donc, c'est pas une vision, vraiment. Je sais pas si ça répond pas à ta question. Je suis désolée. En fait,
le point est de se dire, quand on rencontre des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui disent, bah moi, j'aimerais ouvrir 3 pays, finalement à terme être 50 personnes, faire tel chiffre d'affaires, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit moins chez les solopreneurs, Ouais, parce qu'en fait, c'est un truc qui se construit un peu plus en marchant ouais, tout à fait. et puis en fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir un plan te prive d'opportunités, et donc du coup, on préfère rester ouvert. Est-ce que c'est ça ta stratégie? Ouais, c'est ça. Après, moi, j'aimerais bien, si tu veux, être un peu top of mind, Ouais. justement pour des entrepreneurs qui savent que j'ai cette qualité de pouvoir intervenir sur beaucoup de chantiers en parallèle, Ok. avec un peu une boîte à outils, Ouais. plus Ton que protocole que tu connais, que tu déroules. pour voilà, t'accompagner sur une problématique, je sais pas, lancement institutionnel, sur une donnée, sur une période donnée. Et voilà, mais c'est compliqué Ouais, à marketer parce que ça n'existe pas. Donc, tu dois créer. ça se vend pas, ça s'achète. Hein? Ça se vend pas, ça s'achète. Donc du coup, Ouais, c'est ça. du coup, ça se co-design sur le truc et donc c'est difficile à Ouais. part être identifié en top of mind comme tu dis. Ouais. Donc, c'est quoi, toi, ton canal d'acquisition, par exemple? Comment les clients, ils viennent à toi? Et ben Et écoute, pour quel type de service? Comment ils t'identifient, en fait? alors soit c'est mon réseau, Ok. donc des gens qui ont travaillé avec moi, soit d'anciens clients, soit carrément des anciens collègues ou des gens avec lesquels j'ai bossé qui voient une problématique et qui m'amènent un client. Soit mon podcast, en fait, j'ai réalisé quand même que j'avais pas mal, quelques clients qui étaient arrivés au travers du podcast, mais il faut qu'ils fassent l'effort. Et c'est généralement des gens qui sont assez ouverts d'esprit parce que il faut qu'ils fassent l'effort parce que je le dis pas assez. Ça, c'est c'est mal, c'est pas bien. Je fais mal ça. Je ne parle pas de moi. Si tu veux, je suis tellement fascinée par ce que me raconte l'invité et ma volonté, c'est pas de me mettre en avant. Donc, je me mets pas du tout en avant et c'est pas bien. Il faudrait que je le fasse davantage. Et donc, les gens ont du mal à identifier ce que je fais à côté. Et donc, j'ai quand même quelques auditeurs qui m'ont contacté en disant, écoute, Solène, t'as quand même touché à beaucoup de choses. Je sais que t'as fait une carrière dans la finance. Est-ce que tu voudrais pas nous aider? Est-ce que tu sais résoudre ce pain point? Et moi, je savais que j'allais pouvoir les aider. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais en effet, ça, c'est un souci, je pense, de mon côté, de ne pas être suffisamment claire, transparente. Désolée pour les aboiements. Pas suffisamment claire et transparente sur ce que je fais. Et quand tu fais ces projets-là, juste pour comprendre comment ça marche, Non, d'accord. est-ce que tu le fais en détachement chez ton client? C'est-à-dire, en fait, tu prends un client pendant 3 mois ou est-ce que tu as une logique de plusieurs projets en même temps? Non, j'ai plusieurs projets en même temps. Ah, ok. J'ai toujours plusieurs projets en même temps. Mais il y en a où je vais... Alors, il y a des... Marcella. Vercors, viens là. On a un sujet Vercors, mais ça a l'air d'aller. Voilà, c'est bien. Oui, voilà. Voilà, très bien. Allez, viens là. Non, je fais plusieurs clients en parallèle, mais j'ai des clients pour lesquels j'ai été carrément bosser 3-4 jours par semaine. Ouais. Et là, je le fais pendant un temps donné. Et voilà, c'est une question d'organisation de mon temps. Ouais. Okay. Mais j'ai toujours en parallèle plusieurs. Parce que sur tes missions, tu interviens à quel stade en général? Bah, ça dépend. Soit c'est assez early stage, donc des entrepreneurs qui lancent des boîtes qui ont 1 an et demi, 2 ans, voire même 1 an, même moins d'1 an. Soit des boîtes plus matures, mais qui ont des logiques par exemple, qui ne savent pas comment s'adresser à une clientèle institutionnelle et avec laquelle je vais travailler sur le montage de l'offre institutionnelle. Voilà, donc tu vois, donc ça dépend du timing, mais c'est quand même des projets assez créatifs et entrepreneuriaux. Okay. Moi, j'ai une question sur la façon dont tu gères ton temps, parce que tu vois, donc tout à l'heure, on a préparé un petit peu l'épisode et tu disais la discipline du podcast. En l'occurrence, tu sors donc un épisode en anglais toutes les 2 semaines. Enfin, la fréquence, c'est ça. Hein, c'est un en anglais toutes les 2 semaines et un en français par semaine ou 2 en français. Ouais. Donc, il y a une discipline que tu n'as jamais arrêtée. Du coup, comme tu jongles avec plein d'activités, est-ce que comment tu t'organises, en fait, la gestion de ton temps, simplement, pour que ces trucs viennent se mettre les uns à côté des autres et que tu arrives à maintenir, finalement, à pousser tous les ballons sur tous les sujets? Et alors, je suis hyper disciplinée. Okay. J'ai vraiment une vie, j'ai envie de passer monacale. Mais voilà, parce que c'est mon équilibre. Ouais. Donc, voilà, j'ai une vie saine, je sors pas tard, je me couche tôt, je bois peu d'alcool, Okay. je mange équilibré, je fais beaucoup de sport.
Donc déjà, ça, c'est un postulat de base. C'est ta routine. Ouais, En fait. je suis assez routinière pour ça et j'ai ma famille, tu vois. Donc, Bien sûr. on a aussi une routine, forcément, quand tu as une famille, Familiale, tu as une certaine routine. Mon organisation professionnelle est vraiment millimétrée. Mhm. C'est-à-dire que voilà, comme j'ai plusieurs clients en parallèle, il faut que j'octroie des temps à tel et tel et tel client. Et donc, c'est comme ça que je parviens à Donc, tu mets des blocs, tout en fait, ménager. Ouais, c'est et ça. tu joues à Et maîtriser avec ça. c'est vraiment la loi de Parkinson. C'est-à-dire que je m'octroie 1 heure pour avancer sur un sujet Ok. et je dois l'avoir fait dans l'heure. Et comme ça fait des années que je fais ça, je suis capable d'évaluer à D'estimer, peu près le temps que nécessite telle ou telle chose. Tu vois, là, j'ai donné un cours à l'Institut luxembourgeois des administrateurs. Mhm. C'est un cours que j'avais retravaillé d'un cours que j'avais donné à HEC à Paris. Ouais. Je savais exactement quel genre de manœuvre, quel genre de cas d'usage il fallait que je travaille pour adapter à la clientèle, Ouais. à l'auditoire que j'avais d'administrateurs. Donc, ça m'a pris X temps et j'ai tenu dans ce temps-là. Après, voilà. C'est challenge pour tenir dans le temps que tu t'es donné, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, chaque action que je pose au quotidien, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est... Voilà, donc tu vois, j'ai des sollicitations pour des podcasts, il y en a plein que je refuse parce que soit ça m'amuse pas, ça m'intéresse pas. Et donc, je suis assez radicale dans ce sens-là. Je suis assez radicale, dans la façon dont je pense, je gère mes activités. Sur tes activités, justement, toi, t'es plus entre Luxembourg et Paris, enfin, quand tu gères ça? Ouais, je suis sur entre les deux. Ouais. Je suis pas mal en déplacement à Paris. Ouais. Il y a un TGV qui prend 2 heures, donc 16h40. je fais l'aller-retour dans la journée. Et tu sais, j'ai toujours fait ça, en fait. Quand je travaillais en corporate, j'avais mes enfants à gérer, un mari qui est peu présent en temps, donc c'est très aléatoire, donc je pouvais pas vraiment me reposer sur lui. Donc j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison. Et je savais qu'il fallait que mon avion atterrisse à telle heure. Donc parfois, il y avait des retards, mais... Donc, je faisais des bridges avec des babysitters. Ouais. Mais j'ai toujours fait mes allers-retours dans la journée à Paris, à Bruxelles. Alors, à Genève, en avion, c'est pas très... Ouais. J'ai arrêté de le faire, mais... Oui, le TGV parisien à 6h40, il marche très bien. Non, mais c'est ça. Et en fait, quand on vivait à Bruxelles, parce qu'on a vécu à Bruxelles, mon mari, il allait quand même tous les jours à la Riboisière à Paris, en Thalys. Ouais. Et en fait, les gens le regardaient avec des yeux ébahis. Hormis le prix, c'est pas plus compliqué que de venir de la lointaine banlieue, tu vois. Oui. Donc, en fait, quand t'as très jeune et fait ce genre de choses, ça ne t'impressionne pas de te dire je vais aller, je sais pas, à Lyon pour la journée, à Paris pour la journée. C'est hyper bien desservi, le Luxembourg, pour ça. Moi, je profite de la petite parenthèse sur la partie familiale. T'as choisi un business solopreneur. T'as 4 enfants, c'est ça? Aujourd'hui, le mode solopreneur, c'est pas le mode par défaut. Concrètement, en tant que parent, tu te dis, est-ce que tu encouragerais tes enfants à aller dans des voies comme celle-là, c'est-à-dire des voies qui sont plus incertaines, un peu plus différentes, ou tu leur dirais d'abord d'aller dans des carrières corporate pour se former? Enfin, ce serait quoi le message que tu aurais par rapport à ça? Non, alors nous, on est très, avec mon mari, parce qu'il est indépendant aussi, assez axé sur l'indépendance, en fait. Ok. Parce que, voilà, on veut qu'ils puissent avoir les coups des franches, choisir leur destinée. Ouais. Et en fait, moi, je trouve que depuis que je suis passée comme indépendante, voilà, tu dois chaque jour remettre le cœur à l'ouvrage, tu dois te motiver tous les jours. C'est quand même, je trouve, en tout cas, un bel exemple de développement personnel. Ouais. Alors que quand j'étais salariée, j'étais beaucoup plus tirée j'avais une énergie beaucoup plus basse parce que j'étais vachement dans les problématiques politiques, etc. Et j'étais nulle là-dedans. Je comprenais pas en fait comment ça fonctionnait ces jeux politiques. J'ai jamais été bonne là-dedans. Alors que quand tu te mets comme indépendant ou solopreneur ou tu crées ta boîte, c'est toi qui es maître à bord. Et donc si ça se passe pas comme tu veux, tu changes ton braquet et tu prends une autre direction. Alors, tu as des parties prenantes, voilà. Mais typiquement, si avec un client, ça se passe mal, on arrête. Mais il n'y a pas que lui. Oui, alors que quand tu es salarié d'une boîte, tu es quand même tenu par ta relation contractuelle unique que tu as avec... Et je pense qu'ils me voient beaucoup plus bosser qu'avant, les enfants, parce que je bosse beaucoup de la maison. Parfois, je suis chez les clients, mais je suis quand même pas mal de chez moi. Donc, c'est vrai que ça s'arrête jamais vraiment. Donc, ça, c'est pas forcément un bon exemple, mais ils voient que je suis quand même très présente. Donc, en fait, je suis bien plus présente
avec eux Bien que sûr. je ne l'étais auparavant. Et ils te voient travailler. Ouais, mais ils voient que ça m'épanouit, Ouais, tu c'est vois. ça. Et ça, c'est chouette, alors que j'étais moins épanouie quand j'étais salariée. Ok. On est bon, Nathalie, j'ai pas regardé. Je pense qu'on est là. T'as d'autres projets aussi, j'ai vu que notamment tu faisais du mentoring à HEC. Ouais. Ça, c'est depuis quand tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu peux nous en... J'avais l'impression en tout cas que c'était important pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Alors, j'en fais pas qu'à HEC, en fait. Ok. Il y a plein de gens qui me sollicitent. Donc, j'essaie toujours de rendre ce que j'ai reçu. Ouais. Donc, il y a pas mal notamment de femmes qui me contactent Mhm. pour me demander des conseils Ouais. ou savoir comment je suis passée justement de corporate à indépendante. Et la pauvre veste. Et donc j'octroie toujours du temps pour les autres. C'est pas très long, mais voilà, ça motive. Et en fait, le mentorat à HEC, c'est venu parce que j'étais intervenue au moment du Covid. Ouais. J'avais discuté avec un étudiant qui était à HEC, qui était un de mes auditeurs, et qui m'avait dit faut absolument que je te mette en contact avec notre directeur académique. Parce que tu as plein de choses intéressantes à raconter. Ce serait trop sympa que tu ailles parler à HEC. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, il m'a dit, mais attends, moi, je mentor des étudiants. Est-ce que ça t'intéresse? Il y a un programme d'accélération, d'accompagnement pour les futurs entrepreneurs qui s'appelle le Launchpad. Est-ce que tu veux mentorer? Donc, j'ai passé un pseudo-entretien avec Guillaume Le Dieudeville qui organise, qui est directeur de ce Launchpad. Et puis, depuis, je crois que c'est 3e ou 4e année que je fais ça. Et donc, je mentor 2-3 équipes d'entrepreneurs qui veulent lancer des startups et qui passent par toutes les étapes au travers desquelles moi j'étais passée, tu vois. Mhm. Donc, À l'époque de la marketplace. Ouais, c'est ça. Et c'est génial parce que c'est des étudiants qui sont hyper motivés, c'est rafraîchissant, ils vont vite, ils lancent tout de suite quelque chose. Et moi, je trouve ça génial. Et il y en a avec qui je garde contact, il y en a avec qui je suis devenue pote parce que ouais, c'est hyper enthousiasmant. Et voilà, je me dis c'est tellement important pour pas trop vieillir, parce qu'on sait tous qu'on est sur la pente descendante, de rester frais. Et rien de tel que d'aller discuter avec ces générations. Mhm. Et donc je fais ça, et je fais aussi de la direction de thèse. Je suis directrice de thèse, donc j'ai les étudiants qui sont en fin de master à HEC qui doivent rédiger les thèses. Et donc là, j'ai eu 5 étudiants cette année. Ok. C'est vrai que ça demande du temps. C'est ma veste qui est en train de bouger. Non, non, C'est quoi? je sais pas, je pense qu'il surveille, mais tout va bien. Il interviendrait, je pense. Ouais, c'est ok, d'accord. Pardon. Voilà. T'as Ouais. t'as Donc, hyper écrit, enthousiasme. Excellence is not an act, but an habit. Ouais. Tu peux nous en dire un peu Ah, plus? c'est vrai, ouais. Je me suis fort. dit que je le fais, ce En l'occurrence, oui, on l'a vu. Alors, ce que je dis, moi, j'ai des clients avec lesquels je discute, ou même mes étudiants, je leur dis, en fait, tout ce que tu sors doit puer l'excellence. C'est-à-dire, vraiment, en fait, ça, c'est mon postulat de départ, c'est de vraiment essayer, dans la mesure du possible, de faire que ce que tu produis ou ce que tu fais en général, ça doit vraiment essayer à chaque fois d'être Au max. pas au max, mais le mieux pour l'autre, dans les interactions que tu vas avoir avec tes parties prenantes, soit tes clients, tes fournisseurs, Mhm. de vraiment, tu vois, toujours essayer de viser quelque chose d'excellent. Mhm. Et en fait, c'est une discipline. Alors, ça fait un peu stakhanoviste comme ça, mais je trouve que quand tu vises l'excellence, ça veut pas dire d'être intransigeant et de te fouetter quand c'est pas bien, mais c'est de vraiment te dire, je regarde le Mont Blanc pour faire cette marche. Voilà. Ouais. Donc moi, c'est un petit peu mon habitude depuis toujours de regarder en haut la montagne pour avancer dans la vie. Et je trouve qu'en fait, c'est tellement agréable quand toi, tu reçois un message, Clément, quand tu m'as briefé pour aujourd'hui, voilà, c'était bien, c'était propre, c'était agréable à lire. Et en fait, je me dis, si les interactions et les produits, ce qu'on produit était, tendait à être bon, excellent, ce serait quand même, et puis ça te motive quand même de produire quelque chose de qualité. Voilà. Et puis si c'est pas suffisamment bien, tu refais pour la fois d'après.
Tu penses d'ailleurs, enfin, si on revient un peu sur ton parcours aussi, une des raisons des échecs des entreprises, souvent, c'est de pas avoir réussi sur cette excellence-là, l'exécution, d'avoir raté ces étapes-là qui sont en fait clés quand tu lances une nouvelle activité. T'es obligé. Enfin, pour le coup, moi, je partage, hein, mais Pardon. Ouais, je regarde. Ça va? c'est plus sur le tapis là. Désolée. Pardon. Excuse-moi, tu peux reprendre. Ouais, tu penses justement que cette, enfin, le fait de ne pas avoir atteint l'excellence est une raison des échecs de pas mal de startups et de projets. Il y a tellement de régions, il y a tellement de... Mais c'est quoi alors pour toi les raisons d'un échec? Ouais. La première, c'est que ça résolve pas un réel pain point, qu'il n'y ait pas de marché. Tu peux produire un produit canon si tu n'as pas de marché de clients, voilà. Donc ça, c'est le truc de base. Il y a quand même une histoire de timing. Voilà, tu peux lancer, t'as des boîtes qui se sont lancées, mais plus trop tôt. Donc il faut une histoire de maturité. C'est souvent une histoire de cofondateurs qui se fritent. Donc au moins quand t'es tout seul, tu te frites avec toi-même. Et ça t'arrive à le détecter avant, du cofondateur qui se frite? Alors moi j'ai eu le cas de clients où j'ai senti que... T'as dit tout de suite? Ouais. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc. Et en fait, j'ai essayé, c'est très compliqué, mais j'ai essayé de passer des messages en disant, je vais peut-être essayer de faire prendre conscience à cet entrepreneur qui a en tout cas, de poser la question. Et en fait, ça n'a pas été accueilli, donc pas de problème. Mais ça a foiré 1 an et demi après. Ça c'est le truc de base. Donc en fait, c'est ton cofondateur, tu pourrais lui filer les clés de ta maison avec tes enfants dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un niveau de confiance 100%. Maximum. Il faut une complémentarité totale. Il faut avoir quand même des personnes qui n'ont pas de problème de communication, qui soient suffisamment humbles pour reconnaître leurs erreurs, etc. Et c'est une alchimie qui est compliquée. Ok. Tu te vois, toi, t'associer sur des projets. D'ailleurs, t'es peut-être j'ai déjà eu des tests. J'ai déjà eu des tests. Alors, le premier test, c'était avec mon mari, c'est compliqué. Je ne m'associe plus jamais. Il le sait. C'est-à-dire, si t'essayais de vendre toute votre maison sur un marché de seconde main, je comprends qu'à un moment donné, ça l'est tendu. Voilà. Après, j'ai déjà eu des essais ratés d'une boîte dans la Wellstech il y a 1 an et demi. Et voilà, il y avait... C'est un carton. C'est un carton? Oui, c'est bon. C'est la dernière fois que vous accueillez un chien pour un enregistrement. D'habitude, on a des mots avec nous, donc en fait, on est assez habitués, mais c'est juste qu'il bouge un peu moins. Ouais. Donc, t'as essayé dans la Wellstech? Ouais, j'ai essayé dans la Wellstech, et en fait, il n'y a pas eu de suite, et c'est pas grave. À un moment, j'ai écrit, en fait, moi, je suis très adepte de l'écrit. Ouais. J'ai écrit un petit mémo pour décrire un petit peu le parcours qu'on avait fait, et en gros, il y avait option A, B et C. Et c'est on arrête tout et on reste bon pote, il n'y a pas de problème, et c'est ce qui s'est passé. Ok. Voilà. Mais donc, le problème, c'est toujours l'histoire de l'émotion, l'affect, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients de tous ces sujets-là. Donc, c'est compliqué de les amener à déjà prendre conscience de ce qu'ils ressentent en eux, etc. Donc, Ok. Et toi, justement, sur ces... Enfin, si on devait résumer, tu vois, entre le fait d'être skinny in the game ou solopreneur, maintenant que tu as fait les deux bonnes expériences, tu dirais... Enfin, qu'est-ce que tu choisirais? Bon, je crois comprendre, mais pourquoi tu choisirais ça? Alors, à moins de trouver un cofondateur, une cofondatrice avec qui il y a un crush... Non. Pour le moment, je vais continuer solo. Moi, j'ai plusieurs projets, donc je peux pas trop en parler. Mais de lancement. Mais donc, en fait, à partir du moment où finalement tu parviens pas à t'associer avec des gens, ou finalement l'occasion se présente pas, je vais lancer quelque chose un petit peu plus, on va dire, ambitieux que ce que j'ai jusqu'à présent, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Est-ce qu'à titre perso, tu investis dans des projets annexes au sens dans lesquels tu serais pas forcément impliqué, mais tu mets quelquefois des sous dans des trucs pour des gens qui lancent des choses? Ouais, tout à fait. Et il y a une logique, c'est plutôt parce que c'est des gens que tu connais et que tu as envie d'aider, ou est-ce qu'il y a une logique dans certaines activités ou certains trucs que toi tu vois et tu saisis ce genre d'opportunité? Alors, il y a investir, mais il y a aussi accompagner et soutenir. Et il y a les trois. Et quand je te dis accompagner et soutenir, donc c'est soit accompagner encore une coaching, fois, voilà, mais aussi soutenir. Moi, il n'y a pas un seul ou une seule de mes amis qui ait lancé un service dans lequel j'ai pas souscrit. Ok. Et ça a l'air basique,
Mais de la DNVB, moi j'ai des copines qui ont lancé, je pense à 3 copines qui ont lancé des DNVB. Et j'étais pendant quelques mois, par exemple, l'une d'entre elles, j'ai équipé tous mes enfants de ces chaussures. Une autre qui a lancé une DNVB sur les articles pour les bébés. Donc pendant 2 ans, toutes mes copines qui avaient des enfants, elles avaient ça en cadeau de naissance. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, je le dis parce que les gens le font pas forcément. En fait, c'est bête à dire, mais moi, je sais que pour mon podcast, c'est très peu de mes amis l'ont fait. Ouais. C'est ne serait-ce que de laisser un commentaire positif. Ouais. Ça vaut tout l'or du monde. Et donc, je sais pas, moi j'ai des dizaines d'amis qui ont lancé des boîtes et je dis, avec dizaines, j'ai été m'inscrire sur les plateformes, créer des comptes, faire des reviews, etc. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est tellement important quand tu es entrepreneur d'avoir au moins tes proches qui te soutiennent. C'est vachement intéressant ça, parce que à l'ère de LinkedIn notamment, t'as beaucoup de gens qui regardent les choses, mais qui font attention à pas trop commenter ou pas trop liker, etc. Ouais. C'est détestable, ça m'irrite. Alors qu'en fait, le système, il est fait pour que justement, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu puisses le matérialiser pour que le système comprenne. Oui, donc... mais alors, encore une fois, le souci que tu as, et moi je l'avais quand je travaillais en corporate, c'est que tu es le représentant, un peu l'ambassadeur de la boîte. Donc, si tu te mets à faire un commentaire débile, on va te dire non, mais tu peux pas commenter, c'est pas possible, tu n'as pas le droit, notre politique corporate te dit que. Et donc, ça fait que tu as plein de gens qui sont employés dans des boîtes qui n'osent pas commenter ou soutenir de peur de se prendre une volée de... Toi, tu fais partie de ceux qui sont le fan club, qui soutiennent en disant allez, j'y vais, je like, je mets les commentaires, j'achète les produits. C'est ça. C'est un truc assez basique, mais au-delà d'investir, c'est aussi des petites choses comme ça. Et tu vois, et tous mes anciens clients, je prends souvent des nouvelles, je prends des cafés, je vois si je peux aider, j'ouvre encore des portes, tu vois, c'est pas parce qu'on n'est plus en contrat que... où je leur amène du deal flow, des choses comme ça. Super. En fait, plus tu donnes, plus tu reçois. Non, mais c'est pas inné chez tout le monde de comprendre ça, mais c'est vraiment plus tu donnes, plus tu reçois. En tout cas, dans des carrières de solopreneurs multicasquettes, dans laquelle t'as rien sur l'étagère à proprement parler, en réalité, c'est le mécanisme. C'est ça, parce qu'en fait, t'as plein de protocoles et de choses qui s'achètent, mais peu de choses à vendre. Ouais. En fait, c'est un peu dans ce mécanisme où tu donnes et à un moment donné, les gens reviennent te solliciter et font. Et moi, c'est ce que je note de la plupart des gens qui font un peu ce que nous on fait, parce qu'on est un peu dans cette étape-là. Il y a ce givers and takers. Ouais. Super. Est-ce qu'on passe au jeu à gros budget? Au jeu, ouais. Tu savais qu'il y avait un jeu? C'est pas... Il détruit quelque chose là ou pas? Non, on est toujours sur ma veste. Une occupation. Je sais pas dans quel état elle va être. Non, la veste, a priori, ça va, c'est le carton. Donc en fait, le jeu à gros budget, avant, c'était un saladier là-dessus. On prenait des tickets, puis là, on l'a digitalisé, parce que maintenant, on est en saison 2, tout ça. Et donc en fait, il y a 3 questions, citations, sur lesquelles on te demande ton avis. Et la première, c'est la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre, de Einstein. À quel point ce truc-là, toi, donc tu nous as parlé un peu de ta discipline, à quel point cette espèce de mouvement vers l'avant te fait tenir dans ton setup, et comment tu le vis au quotidien? En fait, tu sais, j'en parlais encore hier avec mon fils qui m'avait envoyé un petit WhatsApp en disant maman, j'ai le seum, faut qu'on parle. Alors je pouvais pas à l'instant T, donc je lui dis le soir comment vas-tu, est-ce que ça va mieux? Et ouais, non, c'est bon. Donc il m'explique son histoire. Je lui dis mais en fait pourquoi t'es pas allé balader le chien en fait? Donc en fait, quand ça va mal, c'est contre-intuitif, mais il faut absolument sortir, voir du monde, etc. Et moi, je sais que tous les jours, je me pose avant de travailler, je fais un petit état des lieux de comment je vais, et j'écris. Ok. Je fais ça matin et soir. Que pour toi ou tu partages ça? Non, que pour moi. Que pour toi. J'écris tous les jours, mais vraiment tous les matins, j'écris. Ouais. Et c'est vraiment un moment de gratitude. Et t'écris quel genre de choses? Enfin, c'est quoi? C'est des humeurs, justement, c'est des... Tu sais, parfois, il y a des livres, on te dit tu dois écrire les choses pour lesquelles, justement, tu as de la gratitude. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Okay. J'écris ma météo intérieure, ce que je ressens en moi. Je rends grâce, ça c'est plutôt le soir, où j'ai vraiment rendre grâce pour tout ce que j'ai reçu. Et donc, ça te permet de relire ta journée et identifier, en fait, tous les moments de joie. Identifier aussi
tous les moments de blocage, tout ce qui t'a amené à réagir de façon négative, etc. Et là, ça te permet de détecter, en fait, quelque chose à un peu nettoyer. Bien sûr. Voilà, une frustration, une vexation, en disant, mais tiens, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai été frustrée par ça? Et ça te permet de te dire, bah tiens, je pense qu'en fait, je suis frustrée parce que, voilà. Et en fait, c'est hyper sain de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, tu recommences frais, Reset. propre, nickel. Ok. Et donc il y a l'écriture. Et en fait, le fait d'aller faire une activité physique, tu vois, moi, je sais pertinemment que quand j'ai le seum, Mhm. je vais courir, je Ouais. rentre, c'est fini. Ok. J'ai à nouveau la patate. Et donc, si jamais je me suis blessée, bah, je vais marcher. J'écoute un podcast en marchant. En mouvement. Ou j'écoute la forêt. Je me balade en forêt avec Mhm. mon chien. Ouais. Ou toute seule. Ou avec quelqu'un de ma famille. Ok. Mais d'être reconnecté avec la nature, ça, c'est pas Dans ce côté mouvement, effectivement, tu l'entretiens Ouais. justement pour te garder dans un mood toujours plutôt positif. Ah ouais, mais je suis persuadée que la marche en forêt, c'est Ouais, c'est le truc à faire pour te remettre... Avant qu'on passe à la deuxième question, tout ça est hyper bien calé, tu vois, quand même, Ouais. tes routines et tout. Et bon, je me reconnais quand même pas mal dans ça. Mais tu les as Moi aussi, je te reconnais pas mal. Tu les as mises en place quand? En fait, tu vois, genre, au fur et à mesure, tu les trouves et tu vas les additionner. Mais tu dirais que tu as identifié et tu as mis en place ça quand? Alors, j'ai quand même toujours été assez, je pense, disciplinée. Et c'est à force de lire, de tester des choses. J'ai vu, mais alors, tu testes pas sur 3 jours. Moi, je teste quand même sur plusieurs semaines. Quand tu vois l'impact que ça a, c'est dingue. L'exercice physique, ça va, il te fait pas mal. Toi, Le sport, etc. Ça, c'est... tu vois, à chaque fois que j'ai été enceinte, j'ai repris un coach. Je me suis fait accompagner pour après les accouchements pour me remettre, me En forme. retaper. Donc voilà, j'ai quand même toujours pris un peu d'aide pour me mettre en place ces disciplines. Mais sinon, ouais, c'est pas mal de tests et voilà, une accumulation de toutes ces... Et il se passe quoi quand t'arrives pas à les faire? Les Je me routines. sens mal. Là, ce matin, je me suis dit, il manque un truc. Pas aller faire du sport. Eh ben, je vais courir à midi. Ok. Parce que hier, je suis pas allée courir. Ok. Donc voilà, ça va. Il est en train de Tout te va bien, ruiner. non, ta- ça va. Ça va. La deuxième question, c'est on est en 2030, la version 72 de ChatGPT vient de sortir, plus personne n'a besoin de bosser. Ça y est, on a réglé le problème. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Déjà, tu vas encore gérer le chien. Hein Un peu de place, mais ça va. Écoute, eh ben, je crée plein de choses. Bosser. En fait, moi, j'ai pas l'impression de bosser. Enfin, j'ai l'impression de créer plein de choses et de faire avancer mes clients, etc. Je vois pas ça vraiment comme un boulot désagréable, etc. Donc, je pense que je continuerai à le faire. Il y aura toujours des gens qui auront besoin d'être Tu feras gratuitement, du coup, ChatGPT fera le financier, et du coup, tu pourras te concentrer à sa passion. Ça, je doute que ça arrive. Ok. Et Mais là, en revanche, c'est important ce que tu dis parce que, et ça, c'est, tu vois, la formation que je donnais hier, je faisais vraiment prendre conscience aux gens que leur métier allait drastiquement changer. Et je pense que les gens sont très loin d'imaginer, et surtout quand tu es corporate, parce qu'on ne t'amène pas à te questionner régulièrement sur l'avenir de ton marché, où il y a très peu de personnes qui se questionnent. Alors qu'en fait, pour moi, ça devrait être top of mind chez tout le monde. C'est comment mon job va évoluer dans les 10 prochaines années. Quels sont les outils que je dois commencer à prendre en main. Enfin, il faut pas que ça tombe tout cru. Ça ne tombera pas tout cru dans la bouche des gens. Ouais. Il faut que ça se prépare. Ok. Et moi, je le prépare. Enfin, tu vois, je m'intéresse beaucoup au sujet. J'écoute des podcasts, etc. Non, d'accord. Non. Et là, là. Là, on arrive à la On fin. arrive à la fin. Là, on sent qu'il est. Non, mais il commence à Désolé, fatiguer l'attention. Ok. Il y a un Fais côté. gaffe à ton téléphone. Fais gaffe à ton Il y a téléphone. un côté préparation, ok. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une question dans ce podcast qu'on t'a pas posée, que tu aurais aimé qu'on te pose? J'ai du mal à me concentrer là. Attends, alors là, tu me poses une colle. Un truc dont tu aurais aimé parler, où tu t'étais dit, tiens, ça peut être intéressant de parler de ça, et qu'on a raté, parce que, bah. Ouais, on avait pas dans le comment faire pour que les gens soient plus intéressés par l'entrepreneuriat,
au sein même de leur vie, tu vois, d'être Ouais. entrepreneur dans leur propre vie. Ok. Comment faire que les gens aient conscience qu'ils sont créateurs de leur propre vie. Ok. Et ça, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant et que je vois très présent dans l'environnement des entrepreneurs Ok. et bien moins dans l'environnement du corporate. Et L'écoute de podcast aussi, par exemple, typiquement aussi, t'amène à te poser des questions ça. très souvent. Mais c'est aussi prendre conscience que tu ne te limites pas à ce que tu fais dans ta vie. En fait, on a tous des super pouvoirs. On est tous capables de faire infiniment plus que ce qu'on a en tête. Mhm. Et qu'il faut, en fait, instaurer dans ta vie, dans la mesure du possible, des tests, d'aller un petit peu te mettre à risque, à faire telle ou telle chose que tu n'as jamais faite dans le Mhm. passé. Moi, je sais qu'un énorme effort pour moi, c'est de parler devant une très grande audience. Mhm. Ça m'a demandé des années, en fait, à être à l'aise devant des petites audiences. Mais alors, devant une salle de 400 personnes, hein, c'est très compliqué pour moi. Ouais. Et je l'ai fait il y a pas très longtemps. Et je me suis dit... tu vois, quand on m'a proposé, j'ai dit, OK, on y va. Je me suis dit, mais t'aimes pas faire ça. Enfin, Ouais. Pourquoi tu fais ça? et en fait, je me suis dit, bah non, en fait, voilà, c'est ça, proposé, l'enjeu. t'y vas, quoi. Ok. Et donc, c'est vraiment que les gens se fassent des, tu vois, soient amenés à tester de plus en plus de petites choses à droite à gauche pour valider, en fait, qu'ils Aller sont chercher capables de leurs bien limites, quoi. plus, bien plus loin. Et de, en fait, toujours repousser tes boundaries et tes carcans, toutes tes croyances limitantes. Ok. Et en fait, ça ne peut se tester que dans la vraie vie, en fait. Tu peux pas l'apprendre. Donc, faut vraiment essayer de disséminer davantage Ce mindset-là, quoi. Ouais. Ok, super. Ah, je pense que c'est un mot de la fin sympa. Je pense que le time timer dit que c'est la fin, même si maintenant il est Non, probablement le détruit. chien est un peu excité. Il est probablement détruit. Écoute, merci beaucoup Merci à tous les deux. d'avoir Merci fait, Clément d'avoir et fait le Romain. podcast. Merci Solène, merci Vercors aussi. Merci à Désolée. tous. C'était très cool. Merci à Merci. tous pour cette, Vas-y, je te laisse conclure, ouais. nous avoir suivis sur cette nouvelle édition A4. C'était la première. Et puis on en fera peut-être d'autres. On changera peut-être d'animaux de compagnie. C'était chouette de vous avoir avec nous. Et puis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Salut. Ciao.